Bonjour à tous. Dans mes différentes vidéos, je vous parle de la couleur, du goût, de la diversité du rhum, de comment on le boit, etc., etc. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous embarquer dans le temps, à la naissance du rhum. L'histoire du rhum se conjugue avec celle de la conquête du continent américain par les Européens à partir du XVIe siècle. Il y a 5 siècles, les alcools de bouche n'existent pas encore vraiment. On connaît la distillation, mais elle reste encore d'un usage réservé à certaines corporations ou groupes de gens, tels que les apothicaires, les vinaigriers ou les moines. La découverte et la violente conquête de ce continent inconnu jusqu'alors pour la civilisation européenne va permettre aux principales puissances arrivées là d'y implanter très rapidement de la canne à sucre dans les zones qui s'y prêtent. Christophe Colomb lui-même a déjà amené, lors de son 2e voyage en 1493, des plants de canne depuis les îles Canaries, territoire espagnol, pour les planter dans l'actuelle République dominicaine, à l'époque Hispaniola, qui était la première possession de la couronne espagnole au Nouveau Monde. Alors pourquoi implanter de la canne à sucre dans ces territoires? Quelle importance cela pouvait avoir? Avant de poursuivre cette vidéo, je vous précise qu'Esprit Rhum, c'est autre chose qu'une simple chaîne YouTube. C'est un outil. Alors n'attendez pas. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement à mes conseils pour bien choisir vos rhums. Le lien d'inscription est dans le descriptif de cette vidéo. Au début du XVIe siècle, le sucre est connu dans les pays européens, mais est extrêmement rare et très coûteux. Il y a donc un intérêt à produire du sucre en grande quantité. Les Espagnols, puis les Portugais, les 2 premières puissances installées sur la partie tropicale du continent américain, ont commencé à ramener le sucre, le véritable or du Nouveau Monde, depuis les Amériques vers l'Europe, dès le début du XVIe siècle. Puis, un siècle plus tard, Français, Anglais et Hollandais sont arrivés pour installer leurs colonies respectives. Alors, quel rapport entre le sucre et le rhum? Sans pour autant entrer dans le détail de la fabrication du sucre de canne à partir du jus sucré de la canne à sucre, je vais vous en résumer le principe. Il s'agit de cuire lentement le jus de canne pour en évaporer l'eau, jusqu'à l'obtention par concentration d'une sorte de pâte humide qu'il faut encore égoutter ou, de nos jours, centrifuger pour séparer le sucre brut de tout ce qui est liquide dans le mélange. Ce qui est séparé du sucre brut est un liquide noirâtre, épais, avec la consistance du miel. Il contient encore du sucre, mais ce sucre n'est pas cristallisable. C'est un résidu de la fabrication du sucre, c'est ce que l'on nomme la mélasse. Au début, elle a servi de nourriture pour les bêtes, pour les hommes, ainsi que d'engrais pour les sols. La seule vraie valorisation de ce déchet sera de le transformer en alcool. Dire exactement qui fut le premier à en faire est assez incertain. Mais on peut facilement imaginer qu'une fermentation spontanée a pu avoir lieu avec de la mélasse diluée dans de l'eau, donnant ainsi naissance à une sorte de bière rustique, et que certains esprits avisés ont dû vouloir distiller. Voilà probablement comment l'histoire a commencé de façon empirique sur de nombreux lieux de production, comme au Brésil et dans les colonies espagnoles. En tout cas, dès le début, il est considéré comme un alcool rustique et puant, pas digne des bonnes gens. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle qu'il prend un peu plus d'importance. Depuis, Français, Anglais et Hollandais font partie de l'histoire mouvementée de ces territoires. Et eux aussi produisent de cet alcool. Il faut dire qu'à cette époque, c'est un des rares alcools à être produit en assez grande quantité. Et son commerce devient un revenu supplémentaire non négligeable pour les producteurs de sucre. Le rhum fera même son entrée officielle dans la Royal Navy en 1655 en tant que ration quotidienne du matelot, le tot. Cela durera jusqu'en juillet 1970. Côté français, son entrée sur le territoire national sera très limitée par un édit du roi entre 1713 et 1777. Mais ce n'est qu'en 1803 qu'il entrera plus facilement. Enfin, moyennant taxe bien sûr, c'est la France, Ce qui fera du rhum un sujet de contrebande diverses selon les époques, ainsi que d'échanges. Dans les colonies espagnoles, entre le Mexique et le Pérou, et ce malgré qu'ils soient arrivés les premiers sur ce territoire, la production romière restera moindre, car les autorités centrales et locales ne le favorisaient pas. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'une vraie production commence. Certaines régions comme Cuba s'affirmeront plus que d'autres en apportant un style qui restera. De toute façon, le 19e siècle marque le temps des progrès avec de meilleures connaissances techniques et de nouveaux matériels. Dans les îles françaises, on voit apparaître vers la fin du 19e siècle un rhum élaboré directement à partir du jus de canne pour faire face aux différentes crises sucrières et la chute des cours.
Ce type de fabrication est une alternative de certains petits producteurs pour éviter la disparition. Ce type de rhum prendra sa place d'abord dans la population locale, le préférant au rhum d'usine ou de sucrerie, puis au fil du temps s'exportera vers la métropole. Aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le rhum agricole. Cette particularité des rhums faits à partir du jus de canne au lieu de la mélasse n'est pas limitée aux Antilles françaises. Il y avait longtemps qu'au Brésil, on distillait des rhums à partir de jus de canne. C'est ce qu'on appelle la cachaça. Les techniques diverses associées aux traditions et à la culture de chacun donneront des profils de rhum différents que l'on trouve aujourd'hui, avec des typicités propres. Et de nos jours encore, plus de 90% des rhums à travers le monde sont élaborés à partir de la mélasse de sucre de canne. Pour être informé de mes prochaines publications, abonnez-vous et likez-nous.